Bonjour, je m'appelle Philippe et cette année pour Expression, j'ai conçu et fabriqué un drone pour comprendre comment ça marche. Pour comprendre comment marche un drone, on doit d'abord s'intéresser à son anatomie. On peut aussi comparer ses composants électriques aux organes du corps humain. Voici le circuit de mon drone. On a une batterie, un contrôleur de vitesse électronique, communément appelé ESC pour Electronical Speed Controller, quatre moteurs, un contrôleur de vol et un récepteur radio. Un drone est alimenté par une batterie, souvent une batterie lithium-polymère comme celle-ci, car elles sont plus légères que les autres types de batteries. Elle peut aussi être comparée à un cœur qui pompe le sang à travers le corps humain. Ensuite, on a un régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse sert à contrôler un moteur à l'aide d'une source d'alimentation et des signaux d'un ordinateur. Pour comprendre comment un contrôleur de vitesse électronique marche, il faut d'abord comprendre comment un moteur électrique marche. Un moteur électrique est constitué d'un stator, qui est les aimants électriques, et un rotor, qui est la partie qui tourne. Quand un aimant électrique est alimenté, il attire le rotor vers lui, et en alimentant successivement les aimants, on parvient à faire tourner le rotor. Le contrôleur de vitesse électrique est constitué d'un circuit électrique de 6 interrupteurs différents qui permettent d'alimenter un aimant en positif et un en négatif. Dans ce diagramme, on voit que si les interrupteurs Q2 et Q6 sont fermés, l'aimant B devient positif et l'aimant C devient négatif. Donc le rotor va être repulsé par l'aimant C et attiré par l'aimant B, ce qui provoque un mouvement de rotation. Ensuite, Q1 et Q5 vont être fermés pour que l'aimant A soit positif et l'aimant B soit négatif, ce qui permettra de continuer le mouvement de rotation du rotor. Aussi, plus que le cycle d'alimentation des aimants est rapide, plus que le moteur tourne rapidement. Maintenant qu'on a compris comment un contrôleur de vitesse électrique marche et un moteur électrique marche, il reste une question à se poser. Comment est-ce que le contrôleur de vol fait pour communiquer avec le contrôleur de vitesse électronique? Le contrôleur de vol peut contrôler la vitesse du moteur à l'aide de la technique de modulation de largeur d'impulsion MLI, qui est le pourcentage du temps où la largeur d'impulsion est allumée 1 par rapport à un temps 0 dans un cycle. Il y a plus de 2000 cycles par seconde dans les contrôleurs modernes. Par exemple, si le signal est éteint 75% du temps et allumé 25% du temps, la puissance du moteur va être de 25%. Ou si le signal est éteint 50% du temps et allumé 50% du temps, la puissance du moteur va être à 50%. Pas si compliqué que ça au final. Le modèle que j'ai utilisé est un circuit imprimé composé de 4 contrôleurs de vitesse. Donc cette pièce électronique est capable de contrôler 4 moteurs. En plus, elle fait aussi office de circuit de distribution de courant. C'est-à-dire que ce circuit imprimé dirige le courant de la batterie vers les moteurs et le contrôleur de vol. Ensuite, on a le contrôleur de vol. Il est le cerveau du drone et il sert à faire les calculations nécessaires pour contrôler les moteurs de façon à répondre aux commandes du pilote. Il possède aussi un gyroscope et un accéléromètre pour savoir sa position dans l'espace et donc savoir quel correctif à apporter pour stabiliser le drone et répondre aux commandes du pilote. Ensuite, on a le récepteur radio. Il sert à recevoir les commandes du transmetteur radio pour les donner au contrôleur de vol. Les deux radios communiquent à l'aide d'un protocole de communication préétabli. Par exemple, mes radios utilisent le protocole de communication FR-SkyD16, mais il existe d'autres protocoles de communication très utilisés pour contrôler des drones comme Corona, Hightech, Futaba et Radiolink. Mais comment un protocole de communication marche? Premièrement, chaque protocole de communication est différent, mais leur fonctionnement général est le même. En premier lieu, le récepteur et le transmetteur radio doivent être sur la même fréquence radio pour que le récepteur puisse détecter la transmission du protocole. Une fréquence radio est la fréquence de l'onde magnétique. De plus, la transmission radio est faite en binaire, où 1 correspond à la présence d'une onde et 0 s'il n'y a pas d'onde, dans le temps donné. Aussi, un bit est une unité de données en informatique qui indique un 1 ou 0. Le protocole de communication est divisé en plusieurs parties. Au début, il y a l'entête qui désigne au récepteur radio que la transmission débute. Après, selon les protocoles de communication, il peut avoir 1 à 3 entêtes pour aussi signaler vers quelle section la transmission de radio doit être dirigée. Ensuite, le contenu du message est transmis avec la présence de bits de parité qui sont utilisés pour détecter les erreurs et donc s'assurer que l'intégrité du message est bonne. Finalement, il y a des bits d'arrêt pour signifier que la transmission est finie. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement des composants électriques de drone, on va voir son fonctionnement sur le plan physique. Comment est-ce qu'un drone réussit à créer de la portance? C'est très simple. Quand le moteur fonctionne, les hélices tournent. Et quand les hélices tournent, ils poussent l'air vers le bas.
Selon le principe de Newton, action-réaction. Donc si l'air est poussé vers le bas, le drone est poussé vers le haut. Quand les hélices tournent, il crée aussi une force de rotation dans le sens qu'elles tournent. Soit ici tourne anti-horaire, soit crée une force de rotation anti-horaire. Selon le principe d'action-réaction, si tu as une force qui est dans le sens anti-horaire pour les hélices, pour le drone, tu auras, une force qui va de rotation horaire. Ça pour éviter que le drone tourne sans arrêt. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux moteurs qui tournent anti-horaire et deux moteurs qui tournent dans le sens horaire. Donc si le drone est horizontal, les moteurs ont la même puissance et leur force de rotation est annulée. Donc il reste que la force vers le haut. Par exemple, si on dit à un avion qu'il faut se retourner et qu'il avance tout droit, il doit se mettre avec un angle et lentement faire un tour, ce qui peut prendre des fois plus d'une minute. Alors que pour un drone qui avance, on va dire comme ça, et qui veut faire un demi-tour, c'est très simple. Il peut soit décider de faire comme ça, ou un mouvement de rotation comme ça. Ça peut lui prendre une demi-seconde. Maintenant, on va analyser en détail comment le drone performe chacune des manœuvres. Si le drone veut se pencher vers l'avant, il suffit de diminuer la puissance des deux moteurs avant. Ça fait que le moteur arrière va être plus puissant et donc le drone va se pencher comme ça. Et comme à la diagonale, ces deux paires de moteurs ont la même puissance et qui sont de sens différents, le drone ne pourra pas faire de rotation comme ça en même temps. Si on veut que le drone aille vers la droite, on diminue la puissance des moteurs de la droite. Le drone va aller comme ça et va aller ici. Et si on veut que le drone tourne sur lui-même comme ça, il suffit de diminuer la puissance à une diagonale. Par exemple, si on veut que le drone aille dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire comme ça, il suffit de diminuer la puissance à deux moteurs qui tournent dans le sens anti-horaire. Donc les moteurs qui tournent dans le sens horaire seront plus puissants. Et donc, comme action-réaction, si l'hélice tourne dans le sens horaire, le drone va tourner dans le sens anti-horaire. Le drone tournera dans le sens anti-horaire. Maintenant qu'on a vu comment un drone marche physiquement et comment ses composants électriques marchent, il est temps de voir comment le contrôleur de vol performe les calculs nécessaires à maintenir par exemple le drone en équilibre ou le maintenir à un angle de 45 degrés exactement vers l'avant. Le contrôleur de vol calcule quelle puissance devrait avoir chaque moteur pour obtenir la position désirée avec un contrôleur PID. Voici des termes importants pour l'explication du fonctionnement d'un contrôleur PID. Premièrement, la mesure actuelle est la mesure actuelle des instruments de mesure du drone, exemple 15 degrés vers l'avant. La mesure consigne est la mesure désirée par les commandes du pilote, exemple 25 degrés vers l'avant. L'erreur est la différence entre la mesure consigne et la mesure actuelle, soit 25 degrés moins 15 degrés, qui donne 10 degrés vers l'avant. La première partie du contrôleur PID est le contrôleur P pour proportionnel. Il s'agit de l'erreur multipliée par un coefficient. Exemple, 0,5 fois 10 degrés vers l'avant, qui donne 5 degrés par seconde vers l'avant. Le problème du contrôleur P, c'est que dès qu'il n'y a plus d'erreur, il arrête de fonctionner et doit toujours corriger les erreurs récurrentes, comme si le centre de gravité n'est pas complètement au milieu. Pour aider le contrôleur P, il y a le contrôleur I pour intégrale qui s'occupe de corriger des erreurs récurrentes en faisant l'aire ou l'intégrale de l'erreur multipliée par un coefficient. Comme le système est digital, le temps entre chaque mesure des instruments de mesure du drone est 1, donc l'intégrale devient la somme de toutes les erreurs. Comme la somme d'erreurs est beaucoup plus grande que l'erreur du contrôleur P, le coefficient pour la somme d'erreurs sera beaucoup plus bas, comme 0,02. Maintenant, le contrôleur PI peuvent corriger l'erreur et corriger les erreurs récurrentes automatiquement. Le seul problème est que ce système va toujours surdépasser la mesure consigne, puis la sous-dépasser, formant une oscillation continuelle. On peut réduire de beaucoup ce problème en introduisant le contrôleur D pour dérivative. Comme les mathématiques du contrôleur D sont de niveau universitaire, je vais seulement indiquer ce que le contrôleur D fait et pas comment il le fait. Ce contrôleur permet de réduire la puissance des contrôleurs PI, puisque l'erreur est en train de baisser vite, pour éviter que le système ne réagisse trop. Les drones sont de plus en plus utilisés pour leur capacité de réagir rapidement. Par exemple, en Suède, un homme qui a été victime d'un arrêt cardiovasculaire a été sauvé par un drone qui a acheminé très rapidement un défibrillateur qui a été utilisé par un médecin pour lui sauver la vie. Après 10 minutes, les chances de survivre à un arrêt cardiovasculaire
tombe à 30% et la majorité des ambulances arrivent sur le lieu seulement après 15 minutes. Je prévois améliorer mon drone pour qu'il puisse transporter un défibrillateur sur 2 km en ajoutant une caméra, un transmetteur vidéo et un mécanisme pour attacher le défibrillateur. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et que vous avez appris sur le fonctionnement d'un drone.